Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux midterms. Vous l'avez vu depuis ce matin sur le Figaro.fr, notamment les Républicains ont conservé le Sénat mais ont perdu la Chambre des représentants. Le président américain Donald Trump se félicite d'un succès qui le contraint toutefois à une cohabitation politique pour les 2 prochaines années. Et avec nous ce soir, Annick Cizol, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, spécialiste de la politique étrangère américaine. À vos côtés, Nicolas Dengan, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS et à l'Atlantic Council. Et puis avec nous en direct de Washington, Philippe Gély. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est une émission interactive, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous sommes en ce moment même en direct sur le Figaro.fr et sur Facebook. Vous pouvez répondre dès maintenant à notre sondage du jour, vous le découvrez. Nous avons une question pour vous. Donald Trump a-t-il raison de se féliciter d'un immense succès, ce sont ses mots, suite aux résultats des midterms? Oui ou non? Nous commenterons les résultats, bien sûr, à la fin de cette émission. On va commencer tout de suite, avant de parler des résultats, avec vous, Nicolas Dengan, sur la participation qui a bondi en 4 ans avec ce chiffre que vous allez découvrir. Elle était de 83 millions en 2014 et elle est aujourd'hui prévue, car évidemment tout cela n'est pas encore compté, à 114 millions. Donc Donald Trump, qui a été, selon certains, l'artificier en chef d'une certaine polarisation explosive aux États-Unis, a tout de même réveillé la participation électorale aux États-Unis. Oui, mais la participation électorale, surtout pour les midterms, est historiquement assez basse. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la polarisation est tellement vraie que les gens doivent s'exprimer. Et donc, Obama, d'un côté, qui est, s'il y a un leader démocrate, c'est plus ou moins lui, et surtout Trump de l'autre côté, ont vraiment milité chacun pour que les gens votent. Et cela représente d'ailleurs, et ça montre, l'importance du clivage et de ce qu'on appelle la guerre des cultures aux États-Unis, parce que, et on va le voir tout à l'heure avec les cartes, etc., mais on voit très bien qu'en fait, il y a 2 Amériques. Il y a une Amérique progressiste et une Amérique America First. Oui. Et ce sont 2 Amériques historiques qui existent depuis le début de la République américaine. On va reparler largement de tous ces clivages qui parcourent l'Amérique. On a vu, Philippe Gély, les démocrates. Vous allez d'ailleurs en voir quelques images autour de Nancy Pelosi, leur chef de file de 78 ans. On les a vus hier applaudir, on les a vus esquisser même quelques pas de danse. Et on a lu également ce matin le tweet de Donald Trump savourant son tremendous success, son immense succès. Et on a le sentiment étrange, Philippe, que toute la classe politique, finalement, aujourd'hui, est très contente à Washington. Oui, ce qui est vrai, c'est que tous les camps ont des raisons de se réjouir. Les démocrates, parce que pour la première fois depuis 8 ans, ils vont contrôler la moitié du Congrès. Et ça n'était pas une mince affaire, compte tenu notamment de la carte électorale, qui est quand même difficile, puisque les États sont majoritairement gouvernés par des républicains et qu'ils ont dessiné des cartes électorales, des circonscriptions globalement favorable au Parti républicain. Donald Trump est satisfait parce qu'il redoutait sans doute une vague bleue beaucoup plus importante qui aurait pu emporter peut-être le Sénat, même si c'était difficile, et en tout cas plus de gouvernorats républicains. Il limite les dégâts et il a l'air très content du résultat. Il est persuadé qu'il pourra tout à fait bien travailler avec les démocrates. Donc oui, pour l'instant, tout le monde a l'air d'être satisfait de ce résultat. Annick Cizol, vous me disiez effectivement, juste avant l'émission, que Donald Trump, en tout cas dans le vocabulaire, se semble très satisfait de ce résultat. Mais dans l'attitude, on l'a vu en conférence de presse, il est encore en conférence de presse en train de répondre aux journalistes, il semblait un petit peu plus abattu. Il semblait un petit peu sonné quand même par rapport à son attitude, à sa bravache habituelle. Et c'est vrai qu'il saisit immédiatement la main tendue de Nancy Pelosi vers un programme bipartisan qui rallierait donc les 2 partis autour d'un noyau central. On a beaucoup glosé ces 2 dernières années sur son programme d'infrastructure qui ressemblait à un New Deal de Franklin Roosevelt, donc typiquement démocrate. Et ça, ce serait possible effectivement avec une majorité démocrate qui budgétairement serait sans doute prête à financer un tel programme. On peut imaginer
Il était ambivalent sur Obamacare et sur le fait d'arrêter l'Obamacare et de le réformer au point de le vider de toute substance. On peut imaginer aussi qu'il y ait un pont possible. Car l'Obamacare devient populaire. Ça devient populaire, effectivement. Dans le même temps, immédiatement, lui, le climato-sceptique, a immédiatement fait une concession très nixonienne, en l'occurrence, 13 années 70, sur l'air et l'eau peuvent être dépollués. Et donc, là encore, on a une petite amorce de pont, ce qui est très, très paradoxal, parce qu'en même temps, on se demande s'il est en train de chercher une investiture démocrate, alors que le Sénat est consolidé pour les Républicains. Mais dans le même temps, c'est un petit peu le baiser de la mort potentiel pour le Parti démocrate, si une telle consolidation bipartisane se mettait en place. Donc, il essaye sans doute de déminer les investigations, on en reparlera sans doute ce soir, les investigations que les démocrates ne manqueront pas de lancer contre lui. En même temps, il est un petit peu défait dans ce compromis. C'est quelqu'un qui négocie, mais qui négocie toujours avec un adversaire en position de faiblesse. Cette fois-ci, il va devoir négocier avec un adversaire en position de force. Vous avez entendu Nancy Pelosi, vous l'avez plutôt entrevue hier, en tout cas, avec ses amis démocrates. Il est temps de l'écouter, la prochaine probable présidente de la Chambre des représentants. The American people want peace. They want results. They want us to work for positive results. Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration. Effectivement, Annick Seul, on entend, notamment en Europe et aussi en France aujourd'hui, des commentateurs dire finalement la démocratie américaine, elle fonctionne très bien. On a encore les fameux checks and balances pour équilibrer la politique aux États-Unis. Est-ce que c'est votre analyse également ? Alors, c'est le retour un petit peu de checks and balances avec ce congrès à la fois en cohabitation, en espérant qu'il ne sera pas trop divisé dans le sens de cette maison divisée, de cette Amérique divisée actuellement, qui n'est pas simplement divisée, mais qui est polarisée, comme vous le disiez tout à l'heure, voire tribalisée. Et si les deux chambres du Congrès arrivent à se mettre d'accord, effectivement, pour faire fonctionner le système, et ne sont pas dans l'opposition permanente l'une par rapport à l'autre, on peut avoir un très bel exemple de checks and balances, effectivement, d'autant plus que Nancy Pelosi annonce qu'elle veut restaurer la transparence, limiter la corruption. Quelque part, c'est aussi un pont construit, cette fois-ci des démocrates, vers le drain the swamp, ce marécage washingtonien qu'il faudrait assainir. C'était le discours de campagne de Donald Trump. Elle ne le dit évidemment pas de la même manière, et bien évidemment, c'est la corruption du copinage façon Trump qu'elle attaque dans le même temps, mais on peut avoir effectivement une restauration de ce pouvoir d'inflexion, voire de contrôle de l'exécutif qui est dans la Constitution des États-Unis. La première branche du gouvernement, c'est le législatif. Et Nancy Pelosi va le rappeler au président Trump. Nicolas Zangen. Je pense que les démocrates et les républicains ont compris qu'il y a un problème. Alors Trump avait très bien compris qu'il y avait un problème, c'est comme ça qu'il s'est fait élire, parce que « Make America Great Again », c'est reconnaître que l'Amérique avait perdu de sa grandeur. Bon, les démocrates commencent à comprendre que jusqu'ici, ils n'ont pas eu de discours cohérent. Bon, alors si dans ce cas-là, les démocrates peuvent être un peu moins confrontationnels, mais les investigations, les enquêtes, etc., ça va continuer. On va demander les déclarations fiscales de Trump, etc. Mais donc les démocrates peuvent avoir un discours un peu plus centriste, mais Trump, comme vous disiez tout à l'heure, tous les deux, il va essayer de s'emparer de leur agenda, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Avant de parler justement de l'agenda politique, un mot quand même sur les clivages. On vient de les aborder. Une carte intéressante, Nicolas Zangen, celle du vote concernant les élus de la Chambre des représentants. Alors les États que vous voyez en gris sont les États où ce n'est pas encore décidé, car il y a des batailles qui se jouent à quelques dizaines, centaines, milliers de voix près. Et nous n'avons pas encore les résultats, mais tout de même, on peut se voir dessiner une Amérique des côtes, Nicolas Zangen, celle du nord-est des États-Unis, de la Californie, et qui s'oppose à cette Amérique profonde, rouge, qui est celle des terres, finalement. C'est absolument vrai. Et vous notez que les seuls États rouges qui ont une côte océanique sont celles du Vieux-Sud et le Texas. Bon. Et ça peut changer. On a vu l'avancée. Ted Cruz a gagné de très peu au Texas. Mais il faut se souvenir qu'en fait, on a 4 types d'élections très différents aux États-Unis. La Chambre des représentants, c'est une élection qui est fondamentalement assez locale.
Parce qu'on ne vote que dans la circonscription où on habite. Bon. Le Sénat, c'est les 50 États, et là, c'est de toute façon, comme les États les moins peuplés et les États les plus peuplés ont le même nombre de sénateurs, ça, c'est très favorable aux États, et surtout aux États qui sont en rouge, là, parce qu'on peut gagner la Californie et le New York, mais on a gagné à ce moment-là que 4 sièges au Sénat. Donc c'est pour ça, ça explique un peu pourquoi le Sénat est resté plutôt républicain. Puis il y a les gouverneurs. Et les gouverneurs ont énormément de pouvoir, parce qu'il faut se souvenir qu'aux États-Unis, ce sont les États unis, ce sont les États fédérés où réside la souveraineté. Et les gouverneurs ont, comme Philippe Gély le disait tout à l'heure, la capacité de redessiner les circonscriptions. Donc on n'est pas devant un équilibre de pouvoir ou des checks and balances seulement au sein du Congrès, mais entre le Congrès, les branches fédérales, et puis les États, et puis les municipalités. Vous êtes déjà très nombreux à nous poser quelques questions. J'en pose une dernière à Philippe Gély et après nous en prendrons quelques-unes, notamment Dominique, Edwidge et Valentin. Restez avec nous. Philippe Gély, on va reprendre la carte effectivement de ce vote et on peut voir cette Amérique rouge, celle des terres. C'est cette Amérique-là que Donald Trump a choisie. C'est sur cette Amérique-là qu'il a placé tous ses pions et qu'il continue de miser en tout cas. Oui, cette carte, elle est à la fois très classique, puisque les démocrates sont plus nombreux, dominants sur les côtes et absents dans Flyover America, comme on dit, c'est-à-dire le grand territoire qu'on survole en avion lorsqu'on va de New York à Los Angeles. Mais en réalité, lorsqu'on regarde de plus près, ce qui s'est passé lors de cette élection, et qui est un phénomène à la fois important et potentiellement inquiétant pour Donald Trump, c'est que un électorat crucial a basculé dans beaucoup de cas dans les banlieues des grandes villes. Oui, les suburbs. Dans les banlieues vivent généralement des gens assez modérés, plutôt éduqués, plutôt aisés financièrement, qui avaient pu être tentés par Donald Trump en 2016, qui étaient assez froids vis-à-vis de la candidature de Hillary Clinton. Et on voit au Texas, au nord de Dallas, au nord d'Austin, en Floride, des sortants républicains dans ces circonscriptions-là, qui ont été battus sévèrement et qui envoient un signal à Donald Trump pour 2020. Merci beaucoup Philippe. Allez, quelques commentaires. Franck qui nous dit « Les démocrates ne pourront rien faire contre les lois de Trump ». Alors justement, peut-être un mot Annick. Si le Sénat, qui est encore républicain, peut très bien aller dans le sens de Trump et la Chambre des représentants, mais c'est le Sénat qui a le dernier mot. Oui et non. C'est-à-dire que le Congrès ne pourra rien faire contre les décrets présidentiels de Trump. Et c'est vrai que depuis son arrivée il y a 2 ans maintenant, pas tout à fait 2 ans, en janvier 2017, il a signé énormément de décrets présidentiels. Ceci, seul un nouveau président en 2020 pourra le défaire. Dans le même temps, les démocrates peuvent renégocier. Il y a eu assez peu de législation finalement signée par le président Trump pendant ces 2 premières années. Il y a la grande loi fiscale, mais sur la santé, ils ne sont pas d'accord. Les républicains eux-mêmes n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Sur l'immigration, il est reparti en campagne 2 ans après sur l'immigration à venir, etc. Donc il y a tout un chantier législatif qui va maintenant être extrêmement difficile, pour le coup, à mener avec 2 chambres qui ne seront probablement pas d'accord sur beaucoup de choses. Donc à Alain qui nous demande, selon lui, la Constitution américaine, qui a le plus de pouvoir aux États-Unis? N'est-ce pas le Sénat? Vous lui répondez, c'est plus compliqué que ça. C'est le Congrès avec la première manche. Les pères fondateurs ont décidé, c'est le Congrès, avec un aller-retour permanent entre les 2 chambres. Donc, un petit peu comme en France, c'est-à-dire que le Sénat n'a pas la voix finale. Toute altération, tout amendement que le Sénat introduit sur les textes législatifs de la Chambre des représentants doit être validé par la Chambre des représentants avant d'être signé par le président. Si on veut comprendre les États-Unis, il faut prendre toutes les idées qu'on a sur la France ça. Et dire que tout est différent. Le président n'est pas comme le président de la République. Le Sénat est complètement différent dans la représentation. La Chambre aussi. Et ce que vous n'avez pas mentionné, c'est que non seulement les chambres doivent se mettre d'accord pour qu'il y ait des lois, mais elles ont aussi des pouvoirs distincts. Il y en a qu'elles partagent, il y en a qu'elles ont séparément. Par exemple, tout ce qui est budgétaire et fiscal, c'est la Chambre des représentants.
tout ce qui est les traités, la ratification des traités, l'approbation des juges de la Cour suprême, l'approbation des ambassadeurs, c'est le Sénat, indépendamment de la Chambre des représentants. Donc rien n'est simple et c'est exprès. Et en n'oubliant pas que la Cour suprême fait le travail de notre Conseil constitutionnel et doit également valider que toutes les lois sont constitutionnelles. Merci Donc beaucoup. le président n'est pas tout seul du tout. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est le moment maintenant de donner la parole, on va le faire 2 fois pendant cette émission, à quelqu'un de la société civile. Et nous avons choisi un chef d'entreprise que nous avons par Skype, monsieur Pierre Cyric, un avocat au barreau de New York. Vous êtes bien avec nous, Pierre ? Renaud ? Oui. Vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de New York, vous habitez aux États-Unis depuis 33 ans maintenant. Racontez-nous déjà d'un mot, est-ce que votre cabinet, votre secteur d'activité a-t-il été impacté par les 2 premières années de la présidence Trump ? Oui, bonjour Renaud, merci de m'accueillir. Oui, alors le secteur juridique, effectivement, connaît une bonne croissance depuis l'arrivée de Donald Trump. Je vais vous donner quelques exemples. En contentieux administratif, c'est un peu naturel puisqu'à chaque fois que Donald Trump signe un décret, il est en général vite attaqué. La mise en place de la réforme fiscale est une réforme qui est compliquée, donc ça donne beaucoup de travail aux comptables et aux juristes dans ce domaine. Comme beaucoup de textes changent, en général, ce qui se passe derrière, c'est que vous avez une activité de lobbying très importante qui, bien sûr, depuis 2016, a considérablement augmenté. Vous avez forcément un œil attentif sur les potentielles enquêtes parlementaires qui pourraient être menées par les démocrates à la Chambre des représentants. Simplement d'un mot, jusqu'où, selon vous, cela peut-il aller ? Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être adoptés pour entamer des enquêtes par la Chambre des représentants, puisqu'elle vient de passer, elle va passer démocrate, mais pas à beaucoup de marge. Il y aura beaucoup de sujets, il y aura bien sûr l'enquête russe, l'interférence de la Russie pendant les élections de 2016, la séparation des familles à la frontière, les questions du recensement qui va se passer en 2020, l'envoi des troupes armées à la frontière mexicaine également, et bien sûr les déclarations fiscales de Donald Trump. Mais on entend parfois certains commentateurs parler d'une procédure d'impeachment, mais il est important de rappeler que cela a très peu de chances d'aboutir finalement, Pierre Cyric. Oui, on voit bien avec 53-54 sièges républicains au Sénat que, à moins d'une énorme surprise dans l'enquête Mueller, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la procédure de destitution est irréaliste ou alors serait un énorme risque politique. D'ailleurs, les démocrates à la Chambre qui utiliseraient trop l'outil de l'enquête pourraient transformer cette espèce de mouvement avec un effet boomerang. Ça pourrait leur coûter des points aux élections de 2020. Effectivement, Pierre Cyric, merci. Je voulais aussi vous demander... On parle évidemment de ces nombreux contrastes aux États-Unis. On parle entre les républicains et les démocrates. On parle évidemment entre les Américains, bien entendu, mais entre aussi les Américains et puis le reste du monde, les Chinois, les Mexicains, bien entendu. Comment est-ce que vous percevez ces clivages, même si vous habitez New York, il faut le rappeler ? Oui, alors au niveau national, il est clair depuis, les chiffres d'hier soir l'ont montré ou l'ont confirmé, que la tribalisation de la société américaine en termes politiques s'accroît, en tout cas est confirmée, entre jeunes et plus âgés, les minorités, les blancs, les femmes et les hommes. Le vote est de plus en plus marqué selon ces lignes-là, encore plus par exemple dans le domaine, ou en tout cas dans les zones rurales par rapport aux zones citadines. Ça s'est vu sur les candidats centristes des deux côtés qui n'ont pas gagné lorsqu'ils avaient une plateforme centriste. Mais est-ce que à vous New le York, ressentez c'est moins au le quotidien, cas. Justement, est-ce que vous le ressentez tout cela au quotidien ? Est-ce que ça s'insinue aussi, dans votre contexte professionnel ? Est-ce qu'on parle encore politique à la machine à café ou est-ce qu'on estime qu'on risque d'être catalogué dans un clan ou un autre et qu'il vaut mieux ne rien dire, que ce soit à la machine à café ou bien entendu dans les dîners de famille ou entre amis ? Ça s'est beaucoup calmé, je crois, dans la vie quotidienne des gens après la première année.
tout le monde s'est d'une certaine façon résigné à la réalité politique après 2016. C'est sûr que vous aurez les divisions politiques s'affirment dans la société, en particulier dans les réunions familiales. On voit bien que ça se tiraille de plus en plus. Je pense que dans la société, ça se calme, mais ça va repartir lorsqu'on va se rapprocher, bien sûr, de l'échéance de 2020. Préparez-vous à une année intéressante en 2019. Merci beaucoup, Pierre-Céric. C'était un plaisir de vous poser ces quelques questions. Et je rappelle que vous êtes aux États-Unis depuis 30 ans, donc vous avez forcément un œil attentif sur tous ces sujets. À très bientôt et merci encore d'avoir été avec nous. Merci. On va poursuivre Annick Cizol, Nicolas Zangon, Philippe Gély qui est encore avec nous sur la façon dont Donald Trump va gouverner pendant encore ces 2 années, à quoi va ressembler le paysage politique, quelles sont les possibles réformes qu'il pourra faire passer. Philippe Gély, une première question pour vous. En quoi une Chambre démocrate va contraindre le président? Comment le président peut-il encore gouverner techniquement? Techniquement, il a évidemment encore des outils. Ne serait-ce que sur la politique étrangère, c'est lui qui a l'initiative. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette élection, au-delà de la victoire des uns, le demi-échec des autres, cette élection normalise la présidence de Donald Trump. En fait, il devient un président banal, comme les autres, qui perd au midterm, qui perd dans des proportions tout à fait classiques, et qui va devoir maintenant entamer une cohabitation dans laquelle des initiatives politiques aux législatives d'un côté jusqu'aux enquêtes et au harcèlement éventuel de l'autre, tout cela dépend maintenant de la dextérité politique des acteurs. Et Donald Trump a déjà montré qu'il serait un interlocuteur assez retors, puisqu'il a déjà fait le baiser de la mort, comme le disait votre interlocutrice tout à l'heure sur votre plateau, à Nancy Pelosi, d'une certaine manière, en proposant des voies républicaines pour aider à la faire élire, alors qu'on sait que c'est la personne la plus honnie par les électeurs de Donald Trump, d'ailleurs, il s'emploie lui-même à faire honnir. Et il a besoin d'elle, comme pour l'ajouter, la brandir comme un épouvantail en 2020, dans le cadre de la future campagne présidentielle. À côté de ça, il propose de discuter et de négocier avec les démocrates, comme on le ferait avec un partenaire commercial étranger, ou comme il l'a fait dans sa carrière d'homme d'affaires. Ça peut marcher, je pense que ce sera très difficile parce qu'il y aura des points de contentieux extrêmement durs sur les budgets. Il ne va certainement pas obtenir le financement pour son mur. Il y a déjà un déficit qui s'est beaucoup aggravé au cours des 2 premières années du mandat de Trump. Est-ce que les démocrates voudront le creuser davantage? Est-ce que le Sénat acceptera de financer un plan d'infrastructure? Toutes ces questions-là sont posées. Merci Philippe. Justement, effectivement, Annick Cizol, on en parlait à l'instant. Donald Trump a fait un geste, en tout cas a fait un mot, puisqu'on verra ensuite s'il est suivi de gestes. Mais effectivement, il parle de Nancy Pelosi, qu'il congratule même, et il dit qu'elle mérite sa place à la présidence de la Chambre des représentants. Il a même évoqué Oprah Winfrey pendant sa conférence de presse à l'instant, en disant qu'il l'aimait bien. Elle avait fait une belle campagne en soutenant une gouverneure en Géorgie. Et puis, il y a encore quelques jours, il répondait à des confrères américains, on lui demandait s'il avait des regrets dans cette campagne. Il disait oui, peut-être le ton un peu agressif, mais j'étais bien obligé. Mais c'est un nouveau profil de Donald Trump que l'on semble apercevoir. Est-ce que vous y croyez en tout cas? Non. Non, parce que je pense qu'il ne peut pas se changer lui-même. C'est-à-dire que ses conseillers politiques peuvent essayer effectivement de lui faire entendre raison. Sa base politique même le dit. On n'aime pas forcément ses tweets, on n'aime pas forcément son vocabulaire, on n'aime pas forcément la façon dont il agresse un certain nombre de personnes, femmes, handicapées, etc., à longueur de meeting. Ceci étant, visiblement, ça ne lui a pas coûté si cher que ça lors de l'élection. Et au niveau du Sénat, il est très clair que ces derniers déplacements de campagne, les 3 derniers États où il s'est présenté, ça a été décisif pour les Républicains. Donc clairement, on ne lui en veut pas à ce point. Après, il va bien être contraint à certains compromis. Il va bien être contraint
d'accepter le fait qu'à la fois, à l'intérieur, il est très isolé aujourd'hui, parce que certes, il porte chance au Parti républicain, mais jusqu'à un certain point, ils viennent de perdre la Chambre. S'il veut se faire réélire en 2020, il doit à la fois casser cet isolement intérieur, consolider, élargir sa base électorale au sein du Parti républicain. Il ne sera pas le seul candidat aux primaires. Il faut qu'il arrive à s'élever au-dessus du parti s'il veut qu'il n'y ait pas de primaires, de vraies primaires républicaines. Et à l'international, il est de plus en plus isolé, là aussi. Les États-Unis sont presque mis au banc aujourd'hui de certains votes de la communauté internationale. Sans surprise, je vais juste donner l'exemple des Nations Unies récemment qui, une nouvelle fois, exigent la fin de l'embargo américain contre Cuba. Il y a 2 pays qui votent contre sur l'ensemble des Nations Unies, qui sont les États-Unis et Israël. Cette situation est de plus en plus préjudiciable à l'administration Trump et à son héritage, à son bilan pour 2020. Donc il va être contraint de se modérer et de se recentrer un petit peu sur certains dossiers. On va poursuivre avec vous, Nicolas Duncan. Encore un mot sur la politique intérieure. Le compromis sera-t-il possible avec les démocrates ? Je voulais juste vous faire écouter un extrait d'un discours de Donald Trump. C'était à Houston, où vous allez voir en quelques petits extraits du même discours, vous avez un aperçu de, du vocabulaire employé par Donald Trump pour qualifier les démocrates. The Democrats want to replace freedom with socialism. And they want to replace the rule of law with the rule of the mob. That's what's happening. The Democrats don't care what their extremist immigration agenda will do to your neighborhoods, to your hospitals, or to your schools. The Democrats have launched an assault on the sovereignty of our country, the security of our nation, and the safety of every single American. Nicolas Duncan a écouté Donald Trump on peut se dire à la fois c'est un discours de campagne, on oublie tout, et puis finalement on va maintenant faire un petit peu de bipartisanisme sur certains grands sujets comme les infrastructures, mais ça ne va pas être simple. Oui, mais c'est ce que Donald Trump se dit, il va faire les deux. Il a fait campagne, ça a plus ou moins bien marché. Il faut qu'il cultive des démocrates pour prendre des votes qu'il perdrait autrement, parce que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner en 2020. Il ne veut pas perdre la présidence. Alors, donc, il va grignoter sur... et il y a des trucs qu'il peut faire. Par exemple, voyez ce qu'il a fait sur l'ALENA, NAFTA, ancienne NAFTA. Hein. Il y a eu des petits ajustements de négociation, puis il a déclaré victoire. Bon, il peut faire la même chose sur l'Obamacare. Il peut dire « j'ai fait en sorte que l'Obamacare est réformé », ça va être à 95% la même chose, et il dit « et j'ai gagné ». Bon. En plus, l'infrastructure, c'est évidemment quelque chose que tous les Américains favorisent, sauf ceux qui ne veulent pas que leur dollar d'impôt finance cela. Mais parce qu'il faut bien se rendre compte que Trump n'a pas à craindre que les démocrates. Cette polarisation, cette tribalisation est très mauvaise. Et les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui sont mal à l'aise dans cela, qui se sont résignés, comme disait l'autre invité, à New York. Mais à nouveau, en 2020, ils ont besoin d'un rassembleur. Donc Trump va essayer d'être le rassembleur. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir de l'opposition. Je ne sais plus si c'était Philippe Gély ou vous qui disiez, mais il va avoir de l'opposition pour les primaires du Parti républicain, qui est le premier candidat à réfléchir, à avoir en tête, c'est Mitt Romney, qui vient de se faire élire sénateur du Utah. Les sénateurs, ils sont redevables à personne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, un milliardaire, Mitt Romney, qui peut s'opposer dans les primaires républicaines à un milliardaire, Donald Trump. Et de l'autre côté, il y a qui a dit qu'il allait se présenter aux primaires démocrates ? Mike Bloomberg. Mike Bloomberg, qui est extrêmement respecté, qui a été républicain pendant ses 3 mandats de maire de New York, qui est ambassadeur de l'ONU, qui est connu mondialement, qui est milliardaire, mais exponentiellement plus que Donald Trump.
Donc, et c'est un milliardaire de New York. Donc, vous avez 3 milliardaires qui pourraient se confronter, 2 au sein du Parti républicain, où Romney est beaucoup plus centriste que Trump, et l'autre, un démocrate devenu républicain, devenu démocrate, et qui, lui, serait peut-être difficile. Bloomberg serait peut-être difficile à faire élire, mais il serait un président absolument magnifique. Vous voulez absolument parler de 2020 avant la fin de l'émission. Avant que vous posiez la question. Voilà. Je vous pose la question. On a quand même... Comme j'y ai répondu, on peut passer à autre chose. Notamment aux questions d'internautes, c'est important. Et à 2 commentaires... Sur la question interne, ce que je voulais dire, c'est simplement qu'il peut prendre des issues, des sujets... infrastructure, healthcare, qui sont des sujets démocrates, déclarer victoire. Ils peuvent encore être bipartisans. Voilà. Philippe Gély, il y avait 2 commentaires de nos internautes sur le bilan, peut-être économique, de Donald Trump. Pat nous dit « Trump a peut-être des méthodes discutables, mais seul le résultat compte ». Et Dodo qui nous dit « Si on compare à ses prédécesseurs, il ne s'en sort pas trop mal ». Et Jean-Michel qui semble temporiser, qui dit « La croissance existait avant lui, la diminution du chômage existe depuis 2010, il laisse filer la dette et a créé des bulles spéculatives ». On attend pour 2019 un ralentissement aux États-Unis ? Certains le prédisent, certains estiment qu'on est à un pic de l'embellie économique. Le magazine The Economist a publié toute une série de graphiques qui montrent très très bien que toutes les courbes actuelles étaient déjà largement engagées en fait sous la présidence d'Obama. C'est assez spectaculaire de voir qu'il n'y a pas eu de rupture en fait. Est-ce que Trump peut continuer à engranger des succès pendant les 2 prochaines années avec des chiffres records comme ça a été le cas jusqu'à maintenant? On peut en douter, mais en même temps, on observe qu'il n'a pas vraiment fait campagne sur le succès de l'économie parce qu'il estime que c'est un peu ennuyeux pour les électeurs, ça les assoupit, ça ne les mobilise pas. Ça les mobilise beaucoup moins que la peur d'une caravane, entre guillemets, de demandeurs d'asile traversant le Mexique. La fameuse caravane de migrants. Un mot, Annick Cizell, quand même, sur la politique étrangère américaine. Pendant les 2 prochaines années, Donald Trump va peut-être être tenté justement de s'y consacrer à plein temps, puisque l'agenda en politique intérieure sera plus complexe. Sur les 2 sujets principaux que sont l'Iran et la Corée du Nord, comment vous le voyez mener la politique étrangère américaine ? Alors, juste une transition très rapide par rapport à ce que disait Philippe Gély. Il y a un effet boomerang qui va arriver dans l'économie en 2019 probablement et avant 2020, qui est les politiques protectionnistes. Alors, comment il va réussir à combiner ça avec les démocrates au Congrès, ça, je ne sais pas. Mais il n'empêche qu'il va y avoir un effet, effectivement, de retour sur l'économie qui va être extrêmement négatif à un moment. Sur les dossiers très chauds de la non-prolifération nucléaire, il est évident que le retour des démocrates à la Chambre on peut penser que les démocrates vont tenter de le contraindre à assouplir les sanctions qui ont une base législative au départ face à l'Iran. Il est certain que ça va être toute la difficulté d'une négociation avec Trump qui n'a laissé aucune marge de manœuvre a priori à la date à laquelle nous sommes, qui effectivement dans le calendrier de réinstitution de toutes les sanctions les plus dures, s'est arrangé pour que ça arrive avant les élections, quelques jours avant. Bien sûr, vis-à-vis de son électorat, c'était pour lui, il se présentait comme l'homme fort, on se souvient de cette affiche Game of Thrones, etc. Il se présentait comme l'homme fort vis-à-vis de son électorat à l'international. Ça va être un point très compliqué à négocier avec la Chambre des représentants, mais comme on l'a tous rappelé, c'est quand même le Sénat qui est à la haute main à ce niveau-là. Au niveau de la Corée du Nord, ça va être également compliqué parce que le prochain rendez-vous était prévu ce samedi, il vient d'être annulé entre Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et les Nord-Coréens, qui clairement attendent aussi le prochain congrès au mois de janvier pour tenter sans doute une inflexion. Entre-temps, il y a beaucoup de rendez-vous multilatéraux, un G20 notamment, dont le sommet de la paix à Paris du 11 au 13 novembre, et où effectivement des offensives, pas simplement nord-coréennes ou iraniennes, mais de la communauté internationale dans son ensemble, tentent de replacer les États-Unis dans l'ancien ordre mondial, celui que nous avions depuis 1945, et que Donald Trump
dont Donald Trump tente de se défaire. L'une des inconnues que l'on a sur sa politique étrangère et de défense, également, j'essaie d'être brève, le sujet est tellement énorme, mais c'est est-ce que Jim Mattis va rester secrétaire à la Défense ou pas? Les rumeurs sur son départ courent depuis plusieurs semaines maintenant. Il a posé, et c'est sans doute le dossier le plus brûlant à l'instant T, il a posé un ultimatum de 30 jours pour que la guerre au Yémen désescalade. Le retour des démocrates à la Chambre veut dire que pour l'Arabie saoudite, on peut penser que les craintes d'Obama à la toute fin de son mandat en décembre 2016, que les États-Unis se retrouvent associés à des accusations de crimes contre l'humanité au Yémen, on peut penser que le ministère de la Défense américain tente d'éviter d'autres investigations, d'autres enquêtes qui pourraient émaner de la Chambre. Et Jim Mattis, étant un ancien général très responsable en la matière, tente sans doute effectivement la quadrature du cercle à la dernière minute maintenant, avant que le nouveau Congrès siège au mois de janvier. Va-t-il rester ou pas? C'est le point d'interrogation maintenant. Zengel, je vous vois réagir. Je pense qu'il faut placer ces problèmes internes dont on a parlé aussi dans un contexte géopolitique. Il a été souligné à la conférence de Londres de Chatham House au mois de juin qu'en fait, il y a deux après-guerres. La première après-guerre, c'était 45-47 jusqu'à la chute du mur. Et là, on avait un monde figé, le monde libre, le monde communiste, le monde non aligné. Et les institutions d'après-guerre, les politiques économiques et la reconstruction d'après-guerre, ça marchait assez bien pour tout le monde dans le monde développé. À partir de 89, on n'a pas réformé ces institutions, on n'a pas vu venir les effets de la mondialisation sur les pays développés. Donc, on a un problème, et d'où ces clivages, d'où ces guerres de culture, d'où ces inégalités, d'où cette colère. Bon, alors, cette colère dont certains, dont Steve Bannon, que je connaissais extrêmement bien à la fin des années 90, qu'on était ensemble, à la Société Générale, avant qu'il devienne très radicalisé. Mais, alors, donc le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on est dans un contexte géopolitique où ramener les États-Unis sur leur leadership ancien, ou essayer de défendre le système d'après-guerre, et c'est une erreur fondamentale, à mon avis, que font Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est d'essayer de dire nous devons défendre l'ordre libéral international tel qu'il était, sans proposer quelque chose de nouveau. Ça n'est pas ce qu'ils font. Regardez la façon dont le One Planet Summit, le sommet climato-environnemental, le deuxième qui vient d'avoir lieu donc, sous l'impulsion de l'Élysée, de l'ONU, de la Banque mondiale, mais également de la société civile transnationale, de la Fondation Bloomberg et la Ford Foundation. La Fondation Ford vient de s'y associer. Nous avons là un nouveau système multilatéral élargi, modernisé. Ça n'est pas une réplique à l'identique de 1945, mais une adaptation au XXIe siècle pour donner une voix aux forces transnationales. Et qui est totalement invisible pour ces populations qui sont en colère. Et donc, ça, on a beau le faire, mais si on n'a pas un cadre politique dans lequel ça rentre, en fait, ces clivages vont continuer. Nous ne vous montrerons pas d'accord pour cette émission, sur ce point en tout cas, mais ce n'est pas grave. Je souhaiterais passer maintenant à l'interview de notre deuxième personnalité de la société civile, qui est Serge Massin, un chef d'entreprise. Vous êtes avec nous, Serge ? Je suis avec vous. Merci à vous. Je rappelle que vous dirigez donc une société d'expertise comptable avec des bureaux à Montréal, Mexico, Miami et New York, où vous vous trouvez en ce moment. Et cela fait 35 ans que vous vivez aux États-Unis. Dites-nous déjà comment les affaires se portent. Est-ce que vous avez, vous, bénéficié ou été contraint par les 2 premières années de la présidence Trump ? Je crois que ça n'a pas changé grand-chose pour moi parce que je suis sur un marché niche. Je suis expert comptable français et américain. Et ma clientèle est principalement une clientèle de PME, TPE françaises qui s'installent aux États-Unis. Donc, ils viennent toujours, les Français viennent toujours, et je n'ai pas vu de changement depuis l'arrivée de Trump. Au niveau développement du business, le business se développe toujours autant. Vous avez, vous l'avez dit, comme client de nombreuses TPE, PME. Sur le climat des affaires, que vous disent-elles et quels sont leurs espoirs, leurs craintes pour ces 2 prochaines années ? Je crois qu'ils vivent un petit peu au jour le jour parce que le marché américain n'est pas facile. Ce que eux vivent depuis 2 ans, et c'est une évolution, si vous voulez, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est passé, c'est que le marché de l'emploi s'est rétréci.
ils ont du mal à trouver du personnel. Ils ont du mal à trouver du personnel qualifié. L'Américain est volatile, il est très facile pour lui de traverser la rue et d'aller trouver un emploi de l'autre côté de la rue. Et ce qui se passe actuellement, pardon, je vous vois sourire parce que j'ai entendu parler de cette expression. Ce qui se passe actuellement, j'étais en Pennsylvanie pendant 2 jours pour un client qui prévoyait de racheter une entreprise en Pennsylvanie. C'est le cœur de l'Amérique profonde, c'était pas Philadelphie, c'était vraiment les Poconos, très loin. Et donc la petite entreprise, 30 personnes, le problème fondamental, c'est que 30 personnes, c'est pas beaucoup. Et à côté de ça, vous avez l'armée américaine qui emploie 2000 personnes, vous avez une autre grosse société américaine qui emploie 2000 personnes. Donc, lorsque l'économie reprend, eh bien, ces grosses boîtes ont la possibilité d'offrir des salaires bien supérieurs à ce que peut offrir cette petite entreprise qui intéressait mon client. Et il y a une pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre. Ce que vous dites, en fait, c'est que cette PME pourrait bénéficier de main-d'œuvre étrangère, en fait. Or, la politique de Donald Trump n'y est pas franchement favorable. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui aux États-Unis. Ça fait monter les prix des salaires, ce qui est bien pour les personnes. Mais s'il y a un retour de manivelle, si vous voulez, s'il y a un retour d'économie, on va se retrouver avec beaucoup de sous-emplois. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est les TPE qui sont pénalisés. Voilà, pour résumer mon point de vue. Pour la main-d'œuvre, mais la réforme fiscale qui a été entreprise par Donald Trump, vous n'avez pas forcément profité personnellement, mais est-ce que vous considérez qu'elle n'a pas bénéficié aux TPE et PME? C'est en tout cas ce que vous entendez? D'après ce que je vois, puisque je suis fiscaliste, c'est un petit peu mon métier, je ne pense pas que ça va les aider beaucoup, pour la raison qu'on passe l'impôt société de 35% à 21%, mais à côté de ça, on élimine des charges déductibles. Donc, ça les pénalise pas, ça les aide un petit peu. Voilà, pour simplifier, ça les aide un petit peu. Enfin, Serge Massad, sur votre histoire personnelle qui est également très intéressante, puisque vous me le disiez, on s'était eu au téléphone pour préparer cette émission. La peau de votre femme est noire, votre petit garçon est métis, et vous observez depuis 30 ans la façon dont l'Amérique évolue. Mais justement, récemment, est-ce que vous aussi, vous avez constaté ces clivages qui s'aggravent, notamment sur la question raciale? Écoutez, c'est au quotidien qu'on le vit. On regarde la télé comme tout le monde et on voit ce qui se passe à droite à gauche, des massacres. Et donc, j'ai la chance d'habiter dans une communauté très cosmopolite. C'est à Miami, il y a des gens de toutes les races et de toutes les couleurs. Mais je vais vous prendre un exemple concret. Samedi dernier, il y avait une soirée de gala pour faire une levée de fonds pour l'école de notre fils, dont les enfants n'étaient pas invités, c'était que les parents qui étaient invités. Eh bien, 1 heure avant de partir, j'ai dit à ma femme, je n'y vais pas, tu vas seule. Elle me dit, mais pourquoi? Ben, j'ai dit, tout simplement parce que je ne veux pas que quelqu'un débarque avec une mitraillette et que notre fils se retrouve orphelin. Donc au moins l'un de nous deux survivra. Au bout du compte, j'y suis allé, tout s'est bien passé. Mais on y pense. Si vous voulez, c'est un problème. On a ça. Voilà. Je vois effectivement ce climat... à la fois, donc, vous me dites sur la question raciale, mais aussi, bien entendu, sur le débat sur les armes à feu, qui, je suppose, vous interpelle également au quotidien. D'un point de vue plus général, est-ce que vous vivez aussi, votre femme peut-être, un climat qui se tend, mais dans son contexte peut-être professionnel, dans son contexte politique, où on l'avait vu par exemple avec Pierre Ciric il y a quelques minutes, on n'ose plus parler politique? Pardonnez-moi, ça a été coupé à la fin, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Je vous demande si la manière de parler de politique, on va dire, en société a changé. Est-ce que aujourd'hui vous rejoignez ce que disait notre autre invité Pierre Ciric il y a quelques minutes, à savoir qu'il est désormais très difficile aux États-Unis de parler politique par peur d'être catalogué, étiqueté? Je partage pas tout à fait ce point de vue. Je sais qu'on ne parle pas tant que ça de politique aux États-Unis, mais on en parle quand même. Chacun a le droit d'émettre... Bon, forcément, si on est extrémiste, ça peut poser des problèmes. Et on peut être catalogué, comme vous le dites, mais si on reste... il faut avoir un certain dialogue, il faut parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Pas parce qu'ils sont bleus, parce qu'ils sont rouges, on n'en sait rien. Mais je ne pense pas qu'on soit catalogué si on a des propos modérés.
Par contre, si on a des propos extrémistes, forcément, on va être catalogué. Ça, c'est certain. Forcément. Merci Et beaucoup. moi, je reste dans la modération. Pardon. Très bien. Merci beaucoup, Serge Massad, d'avoir répondu à nos quelques questions. Je vous laisse terminer votre journée de travail, mais c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup à vous. Au revoir. On termine, Annick Cizol, Nicolas Dungan, Philippe Gély, qui est avec nous aussi à Washington, cette émission pour parler de 2020, car vous souhaitiez en parler visiblement depuis 19h00. Mais nous arrivons maintenant à ce moment fatidique. Philippe Gély, un premier mot avec vous. Donald Trump s'est énormément impliqué dans cette campagne des midterms. Il a fait plus d'une trentaine de rallies, de meetings pour soutenir les candidats républicains. Et finalement, il a plutôt limité la casse, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir ce soir. Est-ce que vous considérez maintenant qu'il est ultra favori pour 2020 ? D'abord, il est candidat. Il est virtuellement déjà candidat. Il a lancé sa campagne il y a plusieurs mois. Il a déjà accumulé un trésor de guerre de plus de 100 millions de dollars, ce qu'aucun président avant lui n'avait fait à ce stade de la course. Je suis un petit peu plus sceptique que Nicolas et Annick sur la possibilité pour d'autres candidats républicains de le défier à des primaires. Il a vraiment mis le parti à sa main, et d'autant plus que 37 élus avaient renoncé à se représenter simplement parce qu'ils avaient critiqué le président et qu'ils étaient incapables d'affronter ces militants lors des primaires. Donc on va se retrouver avec une chambre, certes à majorité démocrate, mais les républicains qui y siègent sont encore plus pro-Trump. Et au Sénat aussi, puisqu'ils lui doivent beaucoup, puisque, comme vous l'avez dit, il est allé les soutenir et il a fait la différence sûrement par son énergie et sa mobilisation jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc je pense que Trump sera candidat et qu'il sera très difficile de le défier côté républicain. Côté démocrate, c'est évidemment l'inverse. La ligne de départ est très très encombrée pour l'instant, pratiquement 2 douzaines de candidats potentiels. Ce qui en soi représente un risque, c'est-à-dire que si vous avez 5 candidats, vous pouvez assez vite voir se dégager une personnalité dominante. Quand vous en avez 25 ou 24 ou 20 ou même 17, lorsque Trump s'est présenté en 2015 dans le camp républicain, à peu près n'importe quoi peut sortir du chapeau, y compris quelqu'un de très à gauche ou quelqu'un du genre de Donald Trump. Et donc, c'est la boîte à mystère. Nicolas Dungan, justement, sur cette boîte à mystère, 3 visages à vous proposer concernant effectivement... Vous allez remarquer que ce n'est pas la relève démocrate puisqu'il s'agit de Nancy Pelosi, de Joe Biden et puis d'Hillary Clinton. Parmi ces 3 personnages de la vie politique américaine, estimez-vous que l'un d'entre eux pourrait se présenter et remporter la primaire démocrate ? Non. Même réponse pour vous ? Non, j'en doute beaucoup. Hillary Clinton, il est clair qu'elle n'a même plus le droit, le parti ne l'autorise même plus à se présenter. Nancy Pelosi, j'en doute vu son âge. Et Joe Biden, c'est dommage pour son parti qu'il n'ait pas pu se présenter effectivement en 2016. Vous me parliez de l'équilibre à l'intérieur du parti républicain, Nicolas Dungan. Pour vous, cette nouvelle donne politique peut-elle faire évoluer les lignes à l'intérieur du parti républicain ? Je suis absolument d'accord avec Philippe Gély. Parce que j'estime que pour l'instant, c'est absolument vrai que Trump semble indélogeable. Bon, je pense que effectivement, Mitt Romney, l'une des raisons pour lesquelles il s'est fait élire dans le Utah, c'est pas parce qu'il lui manque des choses à faire, mais c'est pour avoir une opposition à Trump dans le parti républicain. Alors, dans quel scénario serait-il raisonnable de croire que Trump pourrait être délogé, pourrait être contesté, seulement si sa popularité baisse encore. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il veut faire peut-être du bipartisanisme, parce qu'il sera moins répugnant pour les républicains modérés. À mon avis, ce n'est pas pour faire plaisir à Nancy Pelosi, mais pour faire plaisir aux républicains qui seraient tentés, et les républicaines, hein, les femmes des suburbs, des banlieues, comme disait Philippe, qui seraient tentés de voter contre lui,
Et donc, si ça m'unit, ça peut aller mieux. Mais si jamais sa popularité baisse encore, parce qu'il a quand même une popularité dans le pays au total, qui est très bas comparé à tout ce qui est historique, à ce moment-là, il faudrait que les républicains, que l'establishment républicain soit convaincu que Trump avait de vraies chances de perdre, et ça peut aussi être fonction de ce qui se passe du côté des démocrates, et alors pourrait émerger chez les républicains un opposant qui le contesterait dans les primaires. Mais s'il reste aussi, s'il a la main, ou comme disait Philippe, s'il a les républicains à sa main autant, à ce moment-là, effectivement, il sera candidat. Annick Cisalki, on est toujours dans un scénario de 2020 où Trump serait réélu. À qui cela profiterait sur la scène internationale ? Parmi peut-être ses partenaires, parmi ceux aussi avec qui il est en guerre commerciale, par exemple, où on parlait à l'instant de l'Iran et de la Corée du Nord. Il insiste beaucoup depuis ce discours vraiment pivot aux Nations Unies le 25 septembre dernier sur ses amis. Ce qu'il appelle ses amis, il ne peut pas parler d'alliance parce qu'il est contre les alliances permanentes, ce qui est très américain quelque part aussi. Et ses amis, clairement, c'est le Brésil de Jair Bolsonaro, qui, avant même d'avoir pris ses fonctions, annonce qu'il va déplacer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Ses amis, c'est l'Italie d'aujourd'hui, qui fait partie, assez curieusement, de la liste qui ne va pas subir les sanctions clairement anti-Union européenne sur le pétrole iranien, qui est donc exempté temporairement, en tout cas pour l'instant. Ses amis, potentiellement, peuvent être aussi du côté de la Pologne. On a vu le vice-président Mike Pence très proche de la Pologne et adresser des discours particuliers, très chrétiens d'ailleurs, envers la Pologne. Je ne sais plus où se place Vladimir Poutine à l'heure qu'il est, dans ses amis ou dans ses dangers potentiels pour les années à venir, mais néanmoins, il a donc des amis qui politiquement sont clairement choisis, clairement définis. Steve Bannon n'est plus à la Maison-Blanche, mais il n'est pas si loin que ça de Rome ou de Rio de Janeiro. Steve Miller est toujours à la Maison-Blanche. John Bolton est plus que jamais à la droite du président, ce qui donne une inflexion politique pour la suite et qui laisse penser que cette main tendue vers Nancy Pelosi, je parlais de baiser de la mort tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi un moyen de se débarrasser du Parti démocrate dans 2 ans, parce que les démocrates aujourd'hui ont ce choix d'équilibriste entre l'obstructionnisme, on refuse tout, et la collaboration. Nous sommes en France, le terme est, je le choisis à dessein, avec un président Trump qui sera rejeté complètement par la base démocrate. Donc pour moi, je parie sur Trump en 2020, oui. Je rebondis sur ce que vous dites sur les démocrates. On a une question de Valentin. Est-ce qu'il serait possible que les démocrates nous sortent un candidat surprise comme Trump pour les républicains d'ici 2020 ? Il y a l'exemple Obama, Nicolas Dungan, qui était parfaitement inconnu en 2006, au midterms de 2006 par exemple. Tout est possible, ça c'est clair. Aux États-Unis, tout peut parliez à l'instant de Michael Bloomberg. Tout peut arriver. Oui, mais Michael Bloomberg, c'est pas vraiment un candidat surprise. Il a déjà... Pas du tout. Non, l'idée serait de dire que ce type du Texas sorte, que ce soit un nouvel Obama, etc. On ne peut pas faire ça à chaque fois. Déjà, on a eu une surprise avec Obama, on a eu une surprise avec Trump. À mon avis, on sera plus tenté d'aller vers quelqu'un dont on considère qu'il peut gagner, il ou elle peut gagner une élection sur la base de ses capacités et non pas seulement de son charisme. Obama s'est fait élire pour son charisme, il a essayé de gouverner par son charisme, ça n'a pas marché. Trump, il est charismatique pour certains et répugnant pour d'autres, mais la pochette surprise, ça me surprendrait. Et Babino nous dit, ce qui sera intéressant, ce sera de voir comment il cohabitera avec les démocrates avant 2020, et ce n'est pas gagné, effectivement. C'est pas une cohabitation. Il faut enlever ce mot cohabitation. Il va falloir en tout cas faire preuve de talent politique pour travailler avec une chambre démocrate. C'est autre chose. Merci de m'accorder ce point. Non, mais je veux dire, parce que parler de cohabitation comme si c'était une cohabitation à la française... Oui, ce n'est pas une même relation président-premier ministre. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement aux États-Unis. Le Congrès, c'est le gouvernement.
Le dernier mot sera pour vous, Philippe Gély. Nous allons redécouvrir cette question que l'on vous posait depuis ce matin sur Twitter. Donald Trump a-t-il raison de se féliciter d'un immense succès suite aux résultats des midterms? Je vous lis les mots de Donald Trump il y a quelques minutes. Philippe, enfin si je les retrouve, voilà, il évoque un grand jour pour les républicains au lendemain justement de ces élections de mi-mandat. Mais est-ce vraiment un grand jour pour Donald Trump et pour les républicains? Donald Trump est toujours dans l'hyperbole et comme le disait Annick tout à l'heure, Donald Trump ne va pas changer Donald Trump. Il va rester sur tous les terrains à la fois, offensif dans le discours public, peut-être conciliant derrière des portes closes dans la négociation avec les démocrates. S'il redevient plus gentil avec les démocrates, ça ne l'empêchera pas de les tailler en pièces lors de la prochaine campagne. Donc Donald Trump va rester Donald Trump. Je pense encore une fois qu'il s'est normalisé à la faveur de ces élections sur un plan purement de sa posture politique, de sa situation. On attendait ces élections comme un sondage grandeur nature de l'exact soutien dont il bénéficie. Il ne faut pas perdre de vue qu'il a perdu ce scrutin de nouveau avec 3 800 000 voix de moins pour les républicains que pour les démocrates. Malgré cela, la forteresse Trump a très bien tenu. Merci Philippe, et cela augure encore de jolies semaines et mois de travail pour vous à Washington. Merci à vous, Nicolas Zingan, d'avoir été notre invité, Annick Cizol également, et puis merci à vous d'avoir posé toutes ces questions auxquelles nous, l'espérons, nous avons pu répondre. Merci et à très bientôt sur Figaro Live. Ciao.